aujourd'hui, on va être plus sur le faire, sur le agir avec des praticiens qui nous viennent de pays différents et qui vont vraiment réfléchir à... Vous avez cité que c'était un peu votre première ligne force des 5 grandes chantiers que vous avez dégagés, qui est le problème de la dignité. Voilà, dignité pour l'humanité, pour l'homme, mais aussi dignité pour la Terre. Et finalement, est-ce que les deux sont liés ou est-ce qu'il peut y avoir que pour l'un ou que pour l'autre? Comment ça se fait concrètement et comment ça se fera concrètement? Parce que vraiment l'objectif de cette table ronde, qui n'est d'ailleurs pas ronde, c'est d'essayer de dresser des perspectives pour l'avenir, de voir comment est-ce qu'on peut s'engager dans un certain nombre de chemins de façon à quand même être dans une perspective de transition. Alors, des invités qui sont effectivement tous des gens de terrain, quelque part, de là où ils sont. Alors d'abord, Anna Biondi, vous êtes à l'OIT. Vous êtes depuis 10 ans officiellement à l'OIT, mais en fait 20 ans dans les sphères de cette organisation. Monseigneur Jorge Lugones, je dois écorcher le nom, qui vient du Brésil, non, de l'Argentine, pardon, et donc le pays du pape. Vous êtes président de la pastorale sociale et donc vous allez vraiment nous parler comment de l'Argentine on voit ce problème. Et puis Monseigneur Bruno-Marie Dufay, vous êtes donc aujourd'hui à Rome, au Dicaster pour le service du développement humain intégral. Vous êtes un peu le monsieur solidarité, charité du pape, mais vous nous expliquerez sans doute mieux que moi quelle est votre fonction. Alors on va commencer sans plus attendre. Donc moi mon rôle va généralement se limiter à vous limiter en fait en temps pour qu'on ait un petit peu de temps ensuite pour rebondir et peut-être un débat entre vous. Donc 20-25 minutes chacun. Donc je vais d'abord donner la parole à Anna Biondi. Voilà pour 25 minutes. Merci Isabelle. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je vais parler en anglais. Good morning. I know that I could actually speak Italian for the table because, as you hear from my accent, I'm Italian, and you know, it's like it's very nice, exciting to be here this morning. We worked together. You met already Pier Martino Lagarde. We have worked together over the years, indeed taking inspiration from Laudato Si, and also linking, you know, with our work in the ILO for social justice. I'm very happy also that we are here today for the African Week. I just discovered it, entering in the UNESCO. It's a good sign. It means that we are going in the right direction. So, you know, combining the efforts, this will be quite positive. And, you know, you have already heard, I'm sure, and you know everything about the 100 years of the ILO and the tripartism and everything. Everything has been said by my colleagues, but indeed keep it in mind, and I don't want also to repeat a lot of data about, you know, which you probably already know from your work and also which probably were already given. But certainly, you know, just like allow me to bring together again, you know, just, you know, what the challenges are that you have been discussing, indeed a mix also in terms of environment, that in the ILO, as probably Pierre already mentioned, you know, just like it is clear, we need to accept that it was the missing link in the reflection about social issues. And I think that it's extremely important that instead now we are able also to admit that we need to enlarge the scope of our reflection and action, indeed, as it is requested by this panel. So, you know, it's just what you have been already discussing, I'm sure, the issue of climate change, soil degradation, the biodiversity loss, air and water pollution, and all other forms of environmental degradation. Of course, the greenhouse emissions and the rise, that is linked to the GDP, you know, just like the fact that we have been very much linked to the growth, and I'm sure that actually I will be really willing to listen to, you know, and to read afterwards the act of this discussion, because clearly you have already discussed the nexus of, you know, which kind of growth, should we go into the degrowth, how, you know, what does it mean? But, you know, if some data that probably was already given, but I want to
bring again very briefly, you know, about the extraction, the materials extraction, the fact that you know, it's like in the data that we had that in 2013, the world economy extracted 84.4 gigatons of materials, but what it is more important is that the 62 more than in 2000 in Asia and the Pacific. So you see, it's not just also that we are going in the same trajectory, but the numbers are scary. But plus also, that's also true that we need to discuss, you know, what does it mean also for developing countries? You know, just what is their right share also of you know, changing the situation and what is. And then the water extraction, you know, just like, you know, the use of fresh water resources. And, you know, the ILO has, and again, I don't know if these data were already given, but I think it's important that very briefly we go back into this, the fact that 1.2 billion jobs in 2014 depends on services provided by the environment. 40% of total world employment. Of course, agriculture with 80%, but also forestry and fishing, food, drinks, and tobacco. We have a big discussion these days in Geneva. You know, it's like the WHO is asking, of course, you know, just ban tobacco, tobacco production is helpful for the health, and we all agree about that, but there are some countries like Malawi, like other countries, they almost depend completely on tobacco production for their, as a source of production. What do we do? How do we make sure that we not simply say, you know, this is wrong, don't do it, but which is the alternative? You know, because we need to be clearly, you know, understanding that as much as we all want to say, oh, everything is good, but we need to have the sense also of which are the contradiction. Of course, you know, again, not to give too many data, but, you know, it's like the heat stress that you have already probably discussed and the weather events and disaster. So, you have probably already focused on the vulnerable groups. You know, which groups that we need to concentrate. Certainly women. You know, the fact that there is lower access than men to resources for the adaptation to climate change, the working poor, the population in low-income countries, and the islands. But allow me specifically to take the issue of the gender equality and the issue of women. You know, I really would like this meeting to have a strong sense of the need for women's empowerment, you know, just because, you know, this really would make, talking about action, you know, it's like, how do we make sure that we action? Marcel was mentioning the, you know, not only the domestic workers, the cleaning ladies, and, you know, it was coming to my mind also, you know, there is a campaign now of the International Organization of Trade Unions that organize workers in hotels. Like, for example, they ask for at least 2 women, the housekeeping, you know, not 2 women, women or men, but we know that the majority is women doing the cleaning work, you know, just not to have, you know, one person alone, because that should be harassment, there should be less rights, there should be less difficulty. And so, again, you see how this already goes together. You know, the fact that we need to create solidarity, the fact that we need to create rules, and this is where I think that it is really important to create this picture. I'm sure that you have talked already about circular economy and the processes. So I would say that in terms of the ILO, what we have, and this is why, you know, I just brought you
some materials, because, you know, there is no time to go through everything. You know, it's like you were asking, what do you do? Some examples you will have online. You know, I will make sure to share, you know, the online publication. This is a publication that we have done as Bureau for Workers' Activities in the 3 languages about the just transition, with some examples. Examples go from Vietnam, biogas, or other negotiated agreement for changing from going from extractive industries, the rural or other areas, you know, where certainly you have the need for social dialogue, but also to involve the communities. But, you know, certainly, you know, just like you need to make sure to create, and that's where the action is there, we need to create responsibility and, you know, I would say through international labor standards also appropriate legislation and regulation, but that also goes across the countries. We are very close. Next Sunday we will be voting for the European election. There is a lot of distrust about, you know, the European Union and in general, whatever it's going across countries. I would say that actually, you know, just like we know that also the only way in order to tackle some of these issues is to create even more common regulation, more common commitment to certain things. And so I think this is also part of, you know, of our review of saying that we cannot tackle the problems alone. We cannot retrench. I was reading, you know, I didn't have the wonderful intervention, I'm sure, that Vandana Shiva provided, and also, you know, the fact that she is very strong about taking from the ground up, you know, the decision-making process, which is absolutely crucial. On the other hand, this doesn't mean, and certainly she doesn't mean this one, but, you know, there is this sense that we need to close ourselves, we need to go into this. No, we need to, by all means, empower, you know, the grassroots people, the grassroots movements. On the other hand, demanding more regulation also at national, but also at across the countries. And this is why probably, I don't know if it was already mentioned, that in the centenary declaration that in a couple of weeks we hope to negotiate in the International Labour Conference for the ILO in the next 100 years. What do we have to do? Already in the draft there are different elements. You know, it's not as strong as somebody would want. Certainly, probably the labor movement wanted more than that. But, you know, there is, for example, safety and health as a human right. This is already enormous. You know, just the fact that workers have been sacrificed their life, not only workers, communities. You know, I was reading yesterday on the train coming to Paris, the fact, an article on The Guardian that was saying that at least almost 5 million people live close to the incinerator in the USA, and of these, you know, certainly 1.6 million people have, you know, are really close to inhaled mercury, lead, particulate, and all the others with asthma and heart disease. Who are these people? Where are these incinerators? Of course, close to Black, Hispanic communities. And, you know, it's clear there is a definite link with poverty, exclusion, and minorities that have to pay, not only through their working life, but also as communities about this. And there was a very, very nice quote of a former EPA official that said, "Incinerators have never been just about public health. They have been about race, power, justice, governance, and poverty." So I think this nexus is something that you have been
and you should be together with us, working through. Or about the fact that, for example, in terms of energy, just like, again, another article was referring how in New York City, the electricity pollution, again, goes very much with the injustice because, it's always this link, who lives close or where do we get, the resources for energy. We dispossess indigenous people, indigenous communities, and all the other things, it's like, and so I think this is very much in our mind. But it's also access, and so it's not only in developing, but it's also in developed countries. At this table, but also probably you, even if you are not Italian, you have heard of what happened in Rome when the almoners of the Pope, Monsignor Konrad Krajewski, I don't know if I pronounce this certainly not rightly, but, just like he decided to go in the pit and restart the electricity for, the building where 450 people had been living, for, I don't know, I think several weeks without electricity. They didn't have, access anymore. There were children, there were everybody. And, so this was a big scandal about the fact that how can you do that? And, it's like, and so the idea is that when there is justice calling, I need to act. And I think that this is talking again about act. It's like not everybody is not an electrician, as Father Corrado, as they called him in Rome. But I must say that in any case, we need to challenge ourselves to say, what can I do in practice? But I want to finalize also because, the practice is also to make sure that, there are rules. And because I come from the ILO, certainly I insist on labor standards. I insist on the respect across the borders. And I insist, for example, about standards for multinational enterprises. I don't want to say, actually, I think the multinational enterprises can be of good influence in terms of making sure that it's like their act is through principles that go, and again I brought other documents about the declaration on the MNE's declaration, but it is a possibility about making sure that in a globalized world we need to have all responsibility and respect where we invest, where we work, let's think together, and also in the redistribution of wealth. If there is a redistribution of wealth, we can change, we can adapt, new policies, and this is why we cannot just simply look at action separate, we need to look also at the role of the states. Taxation, redistribution, public access to public goods, I think. And the last thing I want to say, because otherwise I'm too long, is simply, again, something else that I was reading this morning, thinking of the things that I would have said. And there was an article, again, on The Guardian, when this author said that, when the West wakes up to climate injustice, we just don't need to fall again into some green colonialism. We just need, we are good, we have the solutions, we will tell you what to do. No, just the idea is that indeed, it's like for the mitigation problems, we need to have, indeed a bottom-up approach. It's like the South has already probably solutions that are important for us. We need, legally binding measures, and I would say that's why we need to have an ILO more present and the countries to commit to that in order to create real solidarity for a just transition. Thank you. Merci. Merci Anna, parce que vous avez tenu le temps. Si, il y a des Italiens ponctuels. Non, je retiens juste quelques idées qui nous montrent qu'on peut vraiment agir comme membre d'association, comme citoyen aussi tout simplement. Tout ce que vous avez dit sur
l'importance de discuter quand on prend des décisions comme sur le tabac et qui peuvent menacer des pays voilà, qui en dépendent économiquement. L'idée aussi de faire attention aux groupes les plus vulnérables au changement climatique. La place des femmes, sur laquelle je vous rejoins évidemment. L'économie circulaire aussi, d'encourager ce type d'économie. De bien faire attention à l'importance de l'aspect international. On vote dans quelques jours pour l'Europe et je pense qu'effectivement, il faut avoir ça en tête, tout en ayant cette idée de réappropriation par le terrain. Vous avez bien balancé les deux choses. Et puis, l'importance de la justice, faire attention à la justice et bien voir quels sont les critères de justice. C'est pas évident, l'importance d'avoir des règles, des normes internationales. Et puis cette dernière un peu invitation à ne pas faire de colonialisme vert, je trouve ça intéressant de savoir ce qui est bon pour l'ensemble de la planète quand on est en Occident. Alors justement, ça tombe bien, puisque Monseigneur Lugones, vous allez nous expliquer comment vous voyez ce sujet de la dignité du travail et de l'écologie vu de votre pays, de l'Argentine. Merci. Merci Isabel, bonjour. Agradecer a CERAS en primer lugar mi agradecimiento y a la OIT por esta invitación, a las demás instituciones que también organizan este coloquio. Se preguntarán quiénes somos y de dónde venimos. Venimos como Francisco desde el fin del mundo. Fui obispo en un lugar de frontera durante 9 años, trabajé con comunidades aborígenes y allí me involucré más en la problemática de la tierra, de las manifestaciones brutales del desmonte y del extractivismo. En el año 2006, como miembro de la Pastoral Social, junto con otras comisiones del episcopado como Pastoral Aborigen y Pastoral y Cáritas Nacional, junto con la Universidad Católica Argentina, realizamos un trabajo interesante que se llamó Una Tierra para Todos, donde abordamos la temática de la tenencia de la tierra, la extranjerización de la tierra, tierra urbana y tierra rural, las comunidades aborígenes y la tierra, y además el índice de habitabilidad y el déficit habitacional. Fue citado este libro por el Papa Francisco en Laudato Si en la nota 133. Por otra parte, un año antes de la aparición de la encíclica Laudato Si, trabajamos con la Comisión de Pastoral Social el tema de la tierra, pero no solo, sino que abordamos también la biodiversidad, el problema del agua, y produjimos este material que se llama Una Tierra Habitable para Todos. Allí también tratamos el tema de los residuos, el calentamiento global, los organismos genéticamente modificados, la deuda interna hacia los pueblos originarios, la globalización, la conversión ecológica, la contaminación, etc. Este trabajo se compiló un año antes que saliera la encíclica Laudato Si. Creo que es un dato interesante. Voy a compartirles en esta charla dos cuestiones. Por un lado, una breve caracterización y un contexto, cómo contextualizarlo y las claves que encontramos en nuestra experiencia de abordar el desafío de pensar el trabajo desde la perspectiva de la transición ecológica y solidaria. Y por otro lado, las prácticas concretas que venimos desarrollando desde estas claves. En este contexto actual, pensamos que la alta concentración de la riqueza en pocas manos, el continuo deterioro de la casa común, de la profundización de la cultura del descarte y de los mayores niveles de desigualdad o inequidad que hayamos experimentado, es necesario descubrir las claves del trabajo. Desde nuestra práctica identificamos algunos indicadores, porque crear trabajo implica sublevarse contra el mercado y exigir al Estado que se comprometa, apostar a una nueva economía y a una nueva política, luchar por las 3 T que expresa el Papa Francisco:
Tierra, techo y trabajo, ¿se acuerdan en ese discurso famoso a los movimientos populares en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia? Organizar y unir a todas y a todos los trabajadores. Participar en las decisiones políticas y económicas. Movilizarse, como hacen aquí en Francia, y exigir. Generar convenciones colectivas de trabajo o acuerdos. Universalizar el salario social y apostar a nuevas formas asociativas, es decir, nuevas formas con el Estado, municipal, provincial o nacional, que obstaculizan muchas veces por su burocracia la agilidad en los tiempos de construcción de cooperativas u otras formas de asociación para el trabajo. Finalmente, el aporte tan importante de las universidades. Por otro lado, señalamos que la dirigencia debe asumir algunas características. Debe tener una misión profética y creativa. En la doctrina social de la Iglesia, la misión profética está expresada que no es solo anuncio, sino también muchas veces denuncia. Proponer esta dignidad del trabajo y el cuidado de la casa común. Combatir la corrupción y educar para la solidaridad. ¿Qué aporte traemos a esta discusión acerca del trabajo? Una transición ecológica y solidaria, nos preguntábamos. Desde estas claves que hemos dicho, venimos a compartir y a relatar nuestra experiencia concreta frente a los nuevos desafíos que tiene el trabajo. Hoy, desde la Pastoral Social en Argentina, nosotros escuchamos, recibimos a los trabajadores sindicalizados, a los movimientos sociales, a los cooperativistas, mutualistas, a los empresarios, con los que reflexionamos los desafíos, problemas que plantea el trabajo, siempre teniendo presente este marco del Papa Francisco cuando habla de la espiritualidad del encuentro, que implica diálogo y consensos para la construcción de la amistad y de la paz social. Ante la situación de desesperanza en Argentina por la problemática de la falta del trabajo, el cierre de fábricas y la angustia de muchos empresarios, nosotros hemos propuesto a los laicos la construcción de un espacio de encuentro de distintos actores para diseñar alternativas posibles. ¿Cómo surgió esta propuesta? Yo vengo de una diócesis del conurbano bonaerense. Buenos Aires y los alrededores tienen aproximadamente 16 millones de habitantes. Mi diócesis tiene 2,5 millones de habitantes. Y ahí nosotros logramos reunir a la gente de la empresa, el polo industrial de un lugar que es Bursaco, a la Cámara de Comercio, a las pequeñas y medianas industrias, a los trabajadores sindicalizados y a los movimientos sociales. Cuando a nivel de la Pastoral Social Nacional comienzan a venir gente de la industria y del trabajo muy preocupada, con mucha desesperanza y desazón, nosotros contamos esta experiencia que habíamos tenido en nuestra diócesis y cómo se podría replicar un poco más extensamente a nivel nacional también. Y se creó lo que hoy se llama la Mesa del Diálogo por el Trabajo y la Vida Digna, de la que participan decenas de organizaciones. La mesa ha elaborado un documento que fue presentado a la Conferencia Episcopal Argentina y además a los distintos partidos y representantes políticos, puesto que se trata de una propuesta programática ante la emergencia social. Algunos de los puntos que hace esta propuesta relevantes son subordinar la economía a la política, defender la industria nacional, la ley de emergencia alimentaria, reglamentar la ley de agricultura familiar. Está la ley pero no se cumple, no está reglamentada. El acceso a la tierra y la solución habitacional, el capital financiero al servicio de la producción y un plan nacional de viviendas, entre otros. Otro aporte que queremos dejar en este simposio también lo constituye la experiencia prospectiva de la carta encíclica Laudato Si, cuyo subtítulo, el subtítulo de la carta como ustedes saben quiere decir Alabado seas mi Señor,
tomando el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, y el subtítulo es el cuidado de la casa común. El Papa utiliza esta metáfora de la casa. En el año 2015, cuando salió la encíclica Laudato Si, nos tocó a nosotros difundirla como pastoral social a nivel nacional en distintos grupos y comunidades de laicos. Como iniciativa de esta práctica del proyecto se nos acercaron laicos que nos dijeron, compartieron que los pobres con los que encararían la carta encíclica serían jóvenes excluidos y empobrecidos. Y contactaron con muchas de las organizaciones populares de Argentina que ya venían trabajando en ello. De esa manera se fue conformando el movimiento de cuidadores de la casa común. Desde una red de organizaciones y referentes sociales con inserción en barrios o zonas periféricas, consolidada a través del tiempo en la responsabilidad de transformar la deuda profunda con los jóvenes que hoy viven en situación de exclusión. Decididos a responder a la convocatoria del Papa, que es el desafío urgente de cuidar nuestra casa común para unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, que son las bases de una espiritualidad ecológica en consonancia con una economía social y solidaria. Recordamos que dentro de la espiritualidad está la conversión ecológica que ya Juan Pablo II hace años nos venía hablando. El fundamento del proyecto consiste en generar oportunidades de trabajo digno a jóvenes en circunstancias de extrema vulnerabilidad, a su vez desarrollar tareas de concientización, cuidado y defensa de la casa común. En este momento participan 3.000 jóvenes en las provincias, distintos lugares del país, distribuidos en unas 16 provincias y 62 barrios populares. Los sujetos protagonistas de esta experiencia son jóvenes, cuyos derechos básicos son vulnerados y que sufren padecimientos propios de la cultura del descarte, que no tienen posibilidad de estudio ni de trabajo. Muchos de ellos están judicializados, a quienes más golpean las políticas neoliberales que devastan la región. Hoy la relación entre el mercado laboral y la juventud de sectores populares es sumamente disfuncional y problemática. Muchas experiencias fracasan al presuponer que se trata de capacitarlos y mejorar las condiciones de empleabilidad porque existe un mercado laboral que los espera en condiciones que nunca se cumplen. En el mejor de los casos, les espera un trabajo precario, con magras remuneraciones y condiciones indignas, cuando no degradantes. Los cuidadores de la casa común son los nuevos trabajadores. Quiero repetirlo. Los cuidadores de la casa común son los nuevos trabajadores. Una forma creativa de gestar trabajo digno en la transición ecológica y solidaria. Laudato Si invita a generar nuevos modos de producir, a discutir y disputar el capitalismo y mucho más el capitalismo salvaje. Dice Francisco que el sistema económico y social es injusto en su raíz, que debemos decir no a la economía de la exclusión y desigualdad social, que esta economía mata. En este aspecto de generar nuevos modos de producción y de consumo, desarrollamos nosotros alianzas estratégicas con las universidades, los espacios de tecnología aplicada, los centros de formación profesional. Buscamos llegar a los conocimientos y producciones emergentes de nuestra época, ingresar en las discusiones estructurales, por ejemplo, la de la matriz energética. ¿Cuáles son los ejes de este proyecto? La formación integral, porque es un proceso permanente que integra y refuerza las capacidades sociolaborales y técnicas específicas. Trabaja en profundidad Laudato Si,
a partir de materiales educativos elaborados a tal fin desde la educación popular. Hemos desarrollado un manual de formación de los cuidadores de la casa común. Este manual se organiza en 4 módulos. En el módulo primero les proponemos a los chicos y chicas, nos llegó una carta y habrá que responder. El sentido de esta carta está dirigida a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. La carta llega a cada persona, a cada joven, a cada barrio y comunidad. Redescubrimos juntos a los jóvenes la casa común en el propio barrio donde ellos habitan. Y les explicamos qué significa cuidar a los jóvenes empobrecidos, cómo podemos cuidar la casa común si no nos cuidamos a nosotros mismos. En el módulo 2 abordamos la cuestión del trabajo. ¿Qué significa, preguntamos, el trabajo para jóvenes cuyas generaciones anteriores no han tenido la experiencia de trabajo digno? Son jóvenes para los que la propuesta del narcotráfico genera dinero rápido, fácil, con poco esfuerzo, pero con riesgo de la propia vida y de la vida de los demás. Profundizamos qué tipo de trabajo propone Cuidadores de la Casa Común y empezamos a difundir proyectos concretos de trabajo. En el módulo tercero se titula El problema es grave, habrá que pedir ayuda. Allí profundizamos el contenido que tiene Laudato Si en su capítulo 1, es decir, lo que está pasando a nuestra casa común. Es un módulo muy relevante porque apelamos a las ciencias, a la sabiduría, a modelos de vida y a la práctica concreta de Cuidadores, lo que Cuidadores se propone ante la crisis socioambiental, cultural y espiritual. En el módulo 4, Hermanita Madre Tierra, aquí estamos. Trabajamos el concepto y significado de madre y de hermana, de la Madre Tierra, en quichua la Pachamama, y de las madres de carne y hueso que pueblan nuestra historia y nuestras vidas. Hago un paréntesis. Cuando la gente del monte de Santiago del Estero, yo era párroco y me venía a saludar en quichua, me decía, Imaina Purinsky Tatay, ¿cómo estás, padre? Y yo le respondía, estoy bien, hija, allí ya Tawai. Pero hoy ni el padre, ni la madre, ni la hija, ni la madre tierra está bien. Los jóvenes reciben también en este proyecto un salario social complementario, un estímulo económico concreto del Estado. Es la mitad de un salario básico en Argentina. Los proyectos se organizan en ejes temáticos. Solo los voy a mencionar porque ustedes en ECROM están viendo también estas fotos. Trabajo de la tierra, la cuestión del agua, industrias y productos culturales para recuperar valores e identidad de nuestra cultura, energías limpias, alimentos saludables, reciclado, promoción y gestión ambiental. En este manual de formación que estábamos compartiendo recién, apelamos también a la imagen de la cruz chacana, que es la cruz de los pueblos andinos. Los Andes es la columna vertebral de América, la cordillera de los Andes. Los pueblos andinos han tenido una sabiduría ancestral. Esta cruz chacana tiene 4 puntos como los 4 puntos cardinales. Desde aquí nosotros comenzamos a formar en 4 puntos. El primer punto de esta cruz es la ciencia. El segundo punto es la sabiduría, porque no alcanza con la ciencia. Necesitamos apelar a la sabiduría de nuestros pueblos ancestrales, al buen vivir de los pueblos andinos, a las religiones del mundo, a la cultura, al arte. Otro es el camino de los valientes y de las valientes. Tercer momento de la cruz o de los puntos cardinales. Se trata aquí de señalar los modelos que nos invitan a caminar. El modelo que inspira la carta y el papado de Francisco.
La figura, por ejemplo, de San Francisco de Asís, pero también los modelos vivos que luchan por la justicia y los que han dado la vida por el cuidado de los pobres y de la tierra. Ana mencionaba el rol de la mujer. El Papa continuamente habla del papel de la mujer en la Iglesia, cómo aporta el genio femenino. El último camino o cuarto punto de la cruz es el de los cuidadores y las cuidadoras de la casa común. El de estos jóvenes y también el nuestro. Los cuidadores ponemos el cuerpo. Tratamos de responder a este desafío de Francisco y no bajamos los brazos. Una de las notas de la esperanza es la espera confiada. Ella está abierta a la sorpresa de Dios. Y el Papa Francisco nos decía cuando éramos formandos que una de las notas de la esperanza justamente es la espera confiada. Esta espera está abierta siempre a mirar la vida, el presente y el futuro con ojos abiertos a la sorpresa de Dios, a la confianza en Dios y en la persona humana, porque como dice el poeta, el mucho camino empaña el horizonte. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitamos de ustedes? El Papa Francisco continúa trabajando siempre en construir este camino. Nos invita a hacer un pacto para cambiar la economía actual y dar un alma a la economía del mañana, asumiendo un compromiso individual y colectivo. Nos dijo en Laudato Si que hoy más que nunca todo está íntimamente conectado y que la protección del ambiente no puede separarse de la justicia para los pobres y de la solución de los problemas estructurales de la economía mundial. Hoy nos invita a un paso más, a corregir los modelos de crecimiento que son incapaces de garantizar el respeto del ambiente, la equidad en la distribución de los bienes. Necesitamos un nuevo pacto para gestar una nueva civilización. Creemos que ustedes también tienen estas armas y las pueden poner en práctica. Desde nuestra fe les dejamos la bendición. El CERES es este grupo de jesuitas que está trabajando en Francia. Nosotros tenemos una historia en Latinoamérica de jesuitas en las misiones guaraníticas. Por eso les dejo la bendición en guaraní, como hacían los padrecitos. Ñandeyara tapé endero basá, tupasí María, ñangareco endreje. Que Dios los bendiga a todos y la Virgen los cuide y los proteja. Merci beaucoup, Monseigneur Lugonès, pour cet exposé et puis surtout cette découverte de tout ce que vous faites. C'est tellement riche que, évidemment, on peut pas tout résumer comme ça. Je retiens peut-être quelques idées. Vous nous avez parlé de la spiritualité de la rencontre et ça m'a beaucoup frappé, la manière dont vous essayez de réunir dans un même lieu des gens qui ne sont pas forcément d'accord et de travailler ensemble. Et puis, évidemment, c'est cette belle œuvre des soignants de la maison commune, avec cette idée de spiritualité écologique, de conversion écologique que vous essayez de faire, et cette conviction qu'on peut agir, qu'on peut faire des choses, ne jamais baisser les bras, vous nous avez dit, et ça, je pense que c'est important, ou alors avec cette belle formule, avoir toujours les yeux ouverts à la surprise de Dieu. Voilà, je trouve que c'est quelque chose qu'on pourra repartir avec ça. Et puis cette invitation à aller plus loin, et là je crois qu'il y a une invitation qui est adressée à tout le monde, de corriger les modes de croissance, de ne pas se résoudre au système économique et social tel qu'il est aujourd'hui et avec ce qu'il peut donner, notamment dans des régions, des pays comme le vôtre.
Alors merci beaucoup pour cet exposé vigoureux et maintenant je vais donner la parole à Monseigneur Bruno-Marie Dufay. Donc vous ne cassez pas les compteurs électriques pour remettre de l'électricité dans les immeubles romains comme ce cardinal polonais, mais vous faites peut-être un peu la même chose de manière plus théorique. Merci. Merci beaucoup. C'est impressionnant de prendre la parole après Jorge parce que je suis rentré hier du Brésil où je me trouvais avec les mineurs de Brumadinho. Brumadinho, c'est un lieu dans le Minas Gerais au Brésil où un barrage s'est rompu le 25 janvier dernier, entraînant la mort de près de 300 personnes, un barrage minier. Et donc, nous avons partagé la peine et la révolte aussi de cette population du Minas Gerais où l'activité de l'extractivisme, ou l'activité des mines, qui a été pensée pendant des années comme la promesse du Brésil, comme la promesse d'un travail et d'une économie florissante, est devenue une économie de la mort, devient une économie de la mort. On est au 3e barrage qui, n'étant pas suivi, n'étant pas entretenu, entraîne la mort de personnes en quantité. Et nous étions devant cette terre à la fois de la mort où des corps n'ont même pas été retrouvés, où la lame de boue a emporté des villages et des corps, et nous avons à la fois partagé, crié, prié ensemble. Et lorsque je suis revenu et que j'ai rédigé ce que je vais très simplement, modestement vous proposer, je ne pouvais pas ne pas penser à cette contradiction permanente dans laquelle nous nous trouvons, cette contradiction entre une promesse de développement et l'instrumentalisation de la terre et de l'homme, et la réduction et l'objectivation de la terre et de l'homme, qui nous emmène aussi dans le même mouvement, tous, vers une impasse. Et c'est bien de cela dont il s'agit aujourd'hui quand on veut penser la dignité du travail, la dignité de l'homme, la dignité de la personne, c'est de prendre en considération et de partir de cette contradiction dans laquelle nous nous trouvons tous ensemble. La pensée sociale de l'Église catholique, fréquemment présentée comme doctrine sociale de l'Église, et que Gabriel Matagrin, qui fut évêque de Grenoble, ici en France, et président de la commission sociale de l'épiscopat français dans les années 70, préférait présenter comme l'enseignement social et pratique de l'Évangile. Eh bien, cette doctrine sociale a toujours déployé une pensée du travail à la fois à partir d'une référence à la création et à la fois à partir d'une référence à l'alliance et au droit, à la considération du contrat. Cette pensée du travail, elle-même ancrée sur une référence scripturelle, une référence à l'Écriture, à la Bible, au Premier et au Deuxième Testament, a toujours présenté l'homme comme acteur, associé à Dieu comme créateur, acteur et créateur. Et on peut dire que toute la pensée sociale, la doctrine sociale, essaye de relever le défi de cette co-création, de ce travail pensé comme co-création. Mais l'évolution de cette pensée tient évidemment à des crises et essaye de prendre en compte les crises aussi bien du modèle étatique que du modèle libéral, du modèle capitaliste. Et on est amené évidemment à essayer de tenir la mémoire de notre foi et la pratique concrète des nouveaux défis qui nous sont posés devant les crises répétées de cette économie qui a toujours été séduite par le toujours plus et le toujours plus vite. Le todavía más et le todavía más rápidamente, toujours plus vite et toujours plus. Il semble donc important aujourd'hui, me semble-t-il, d'avoir à la fois de la mémoire de cette pensée du travail et de mettre en perspective les références majeures qui construisent cette pensée du travail, cette pensée de la dignité du travail et des travailleurs, et cette pensée
de l'avenir de l'économie, des défis qui sont posés à l'économie aujourd'hui. Et je voudrais proposer 4 références majeures qui sont aujourd'hui au cœur du débat. La première référence est effectivement cette référence à la création, à l'acte créateur, et l'association entre l'acte créateur et l'appel adressé aux hommes, aux femmes, à toute personne humaine de participer à la continuité de la création. C'est cette idée de la co-création. Comment pouvons-nous encore penser cela? La deuxième référence concerne ce qu'on pourrait appeler le contrat, le juste contrat, qui est au cœur de toutes les encycliques sociales, dès la première encyclique de Rerum Novarum, dont le sous-titre concerne la condition des ouvriers, 1891. Cette traduction sociale et sécularisée de la figure théologique de l'alliance. C'est cela le contrat, c'est une alliance. C'est une alliance qui place la parole au cœur du travail, qui place la parole au cœur de la construction sociale. La troisième référence, souvent présentée comme la référence personnaliste ou l'argument personnaliste dans la théologie catholique du travail, met en lumière le lien signifiant entre le devenir de la personne et l'avenir de la communauté, le devenir de chaque personne et l'avenir de la communauté sociale. Ce lien de sens qui est mis à mal, évidemment, lorsque on perd le travail, c'est l'expérience du chômage, l'expérience de ne pas avoir de travail, et aussi qui est mise à mal ce lien entre le devenir de la personne et l'avenir de la communauté, qui est mise à mal dans la solitude au travail, car nous sommes dans un contexte où nous allons devoir considérer à la fois ceux qui n'ont pas de travail et ceux qui sont seuls au travail. La quatrième référence apparaît au cœur des contradictions et des considérations contemporaines, c'est la référence à l'écologie, dite intégrale, c'est-à-dire la référence à une problématique des relations complexes entre l'activité humaine, ses effets sur l'environnement, l'avenir des ressources naturelles, on vient de parler de l'eau en particulier, je serais tenté de dire que c'est la question majeure du développement aujourd'hui et des droits fondamentaux, les incidences culturelles et comportementales de l'évolution économique et écologique de notre siècle, enfin les conséquences sociales de cette transformation du monde, sachant que le versant social ne saurait être détaché du versant proprement écologique, environnemental, de cette évolution ininterrompue du savoir et du savoir-faire. Nous ne pouvons plus simplement penser l'écologie sans la dimension sociale, ni non plus penser la dimension de la solidarité sociale sans penser l'écologie. J'essaye donc de développer ces 4 points, qui sont un peu comme les 4 points d'une boussole, pour rendre compte aujourd'hui de la problématique complexe, mais de la problématique décisive dans laquelle nous nous trouvons, autour de écologie et avenir du travail, autour de la redéfinition du travail et des solidarités sociales. D'une manière paradoxale, c'est mon premier point que je développe un peu, de manière paradoxale, la référence au livre de la Genèse et au récit poétique de la création, qui a pu sembler archaïque au divers sens du terme, pendant la période de ce qu'on a pu appeler le plein développement industriel en particulier, cette référence à la création trouve ou retrouve une actualité singulière en contexte de limitation imposée des possibles, y compris dans les domaines où l'évolution semble exponentielle. Je pense à l'intelligence artificielle, ce concept à la fois programmatique et par essence provisoire, par lequel on désigne à la fois l'extension des capacités des machines et l'extension des capacités humaines proprement dites. Parler de création en théologie chrétienne, c'est identifier un commencement et c'est aussi ouvrir à des possibles qu'il importe d'assumer, qu'il importe de mesurer aussi, mesurer ce que nous pouvons faire, mesurer le développement. Il y a toujours eu 2 niveaux de compréhension de cette référence à la création dans la théologie du travail, dans la doctrine sociale catholique. Le niveau d'approche de l'acte premier par lequel Dieu est pensé comme celui qui travaille le premier, si j'ose m'exprimer ainsi, celui qui ouvre à la création et au travail et qui donne à sa créature, à la personne humaine, à l'homme, à la femme,
la capacité de continuer la création. Et puis le niveau d'approche de confiance dans lequel le travail est aussi la création de la société, la dimension proprement communautaire du travail. On comprendra assez vite que cette théologie de la création s'accompagnera d'une théologie de l'alliance par laquelle la créature humaine, à qui, dit le texte de la Genèse, la création est confiée, sera pensée comme co-créatrice. C'est la thèse centrale de la théologie de saint Paul autour des charismes. Nos charismes, nos capacités sont faites pour être mises en œuvre, pour être déployées, pour être valorisées. On peut en effet traduire le terme hébreu par lequel on dit la création comme le déploiement, comme le travail au sens de la production. Mais il y a un deuxième chapitre au livre de la Genèse qu'il nous a fallu du temps pour intégrer, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a un deuxième chapitre dans lequel cette association entre le créateur et les créateurs que nous sommes, ou les co-créateurs, est définie avec les deux verbes produire, mais aussi protéger. Procréer, mais aussi prendre soin. Et jamais l'un sans l'autre. Jamais produire sans protéger, jamais procréer sans prendre soin. Et la rupture entre ces deux dimensions, entre ces deux chapitres, entre ces deux intuitions, cette rupture conduit à l'impasse d'un travail sans limite, d'une production illimitée, et conduit aussi à la mise à mal de la dignité de la personne, aussi bien que de la dignité du travail lui-même. Un mot encore pour dire que dans le Deuxième Testament, dans les évangiles, et en particulier dans cette évocation de la théologie du corps chez saint Paul, la complémentarité des capacités souligne la dimension communautaire du déploiement dans le travail. Les membres du corps ne font qu'un seul corps. Et quand un membre est malade, quand un membre ne peut pas faire son travail, tout le corps est malade et plus personne ne fait vraiment bien son travail. C'est le chapitre 12 de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Il y a donc à penser une création en termes de pluralité, de possibilités plurielles et reliées. J'ai besoin de toi et tu as besoin de moi, nous avons besoin les uns des autres. Et cette intuition qui avait été reprise par Montesquieu, selon lequel l'homme découvre qu'il est vraiment homme quand il découvre qu'il a besoin de l'autre. Ce qui pose aujourd'hui évidemment la question centrale de la considération communautaire du travail, et non pas seulement individualiste, non seulement en termes d'efficacité ou de productivité, mais également en termes de reconnaissance et de mutualité. La création comme la production appellent à l'expérience de la considération de l'autre. Il est toujours question de l'altérité dans le travail. C'est toujours la question de l'autre qui fait la question éthique du travail. La deuxième référence concerne plus directement la dimension sociale du travail, ce que j'ai appelé le contrat. On se souvient du contexte hautement conflictuel dans lequel a été élaborée la première encyclique de Léon XIII en 1891. Un contexte où s'affrontent deux idéologies, si j'ose dire. Une idéologie du progrès identifiée à la capacité de produire et une pensée de la dignité humaine qui interdit de réduire la personne à un instrument, à un objet, à la force de travail seulement. Toute ressemblance avec des débats actuels sur le plan social et sur le plan économique n'est sans doute pas fortuite. Nous ne sortons, semble-t-il, jamais vraiment de la dialectique, de la justification du produire et de l'éthique critique et citoyenne de la dignité. Nous n'en sortons jamais parce qu'il y a une contradiction inhérente entre production et dignité, entre justification du produire et exercice de la conscience citoyenne. Cela donne lieu à la problématique des contrats dont on pourrait dire qu'ils sont la forme institutionnalisée de la parole et qu'ils engagent une traduction effective et pratique de la dignité, c'est-à-dire du caractère irréductible de la personne, marquée par la confiance première de Dieu et jamais réduite à l'instrumentalisation qui est inhérente au processus de production. La dignité de la personne au travail, et partant la dignité du travail, va être au cœur de toute pensée du droit du travail, du droit comme construction et du droit comme
reconnaissance de la dignité au travail. Pour autant que la dignité se donne primordialement comme le regard que nous nous portons l'un sur l'autre. Il n'y a pas de dignité qui ne soit pas d'abord une dignité reçue. Et nous avons la dignité de nous-mêmes parce que nous avons été revus, reconnus, vus, regardés comme dignes. Le juste contrat qui est appelé dans le texte de Rerum Novarum concerne donc les trois dimensions de cette dignité. La dignité du corps, avec la question du temps de travail et du temps de repos aussi. La dimension sociale, avec la question de la reconnaissance du travail par un juste salaire. Et la dignité juridique, qui trouve sa corrélation, sa concrétisation dans l'engagement en réciprocité. Nous nous engageons l'un l'autre, et c'est le droit qui cristallise, symbolise et permet la pérennité de cet engagement. On pourra y ajouter la liberté d'association et la liberté spirituelle, qui sont l'une et l'autre pensée comme dimension de sauvegarde de la dignité, traduite désormais en termes de droits humains, de droits de l'homme. C'est bien le droit qui confère au travail sa dimension de monde, ici entendu comme espace d'interdépendance et de solidarité, comme le soulignera le texte de Jean-Paul II, Laborem Exercens. Nous sommes désormais dans un contexte marqué par l'interdépendance. La globalisation amplifie l'interdépendance. Le défi qui est le nôtre est le défi de la solidarité, c'est-à-dire celui de reconnaître l'autre comme égal, aide et frère. Ce sont le texte même de Laborem Exercens et de Sollicitudo Rei Socialis. Il faut ajouter un troisième ancrage de cette réflexion qu'on a pu appeler l'argument personnaliste dans la théologie catholique du travail. On soulignera qu'il relie d'une manière explicite et inséparable ce qu'il a été convenu d'appeler la socialisation dans le travail, l'expérience sociale et l'affirmation de la conscientisation, c'est-à-dire de la prise en compte de ce que nous sommes en train de devenir ensemble et par le travail. Socialisation et conscientisation, ce dernier terme qui est un terme central des théologies sociales, aussi bien que des théologies de la libération. On se souvient des débats autour de l'ouvrage de Dominique Méda, ici en France, Une société sans travail. Débat qui reste ouvert de savoir où se joue, où et s'actualise la socialisation, c'est-à-dire l'expérience de participer à une œuvre commune, qui devient aujourd'hui la protection, le soin, la construction, la reconstruction de la maison commune, sur fond de crise de la culture individualiste et consumériste. Parmi les thèses chères à Jean-Yves Calvez, qui répondait à Dominique Méda à l'époque, Jean-Yves Calvez, lui-même lecteur et grand connaisseur de Karl Marx, il y a et il y aura sans doute à tenir une dialectique propre au monde du travail et au travail comme monde, entre l'aliénation, ici entendue comme réduction de la personne à sa force de travail, et la socialisation, ici entendue comme construction et correction constante du droit sur fond de solidarité. Et le lieu du travail est à la fois le lieu de l'aliénation et le lieu de la socialisation. Et on peut difficilement opposer l'un à l'autre, ou plus exactement, penser l'un sans penser à l'autre. L'argument personnaliste demeure. Il consiste à dire que quand la personne se déploie la communauté, quand la communauté grandit, s'organise, réellement comme lieu de la solidarité, la personne grandit. Et c'est sans doute ce qui a donné lieu à cette intuition forte qui relie à la fois la pensée sociale depuis Paul VI dans Populorum Progressio jusqu'à François dans Laudato Si, c'est qu'il s'agit de penser un développement intégral à l'image de l'écologie intégrale. Il s'agit de penser le travail comme l'expérience d'une conscience, c'est un terme que le pape François déploie beaucoup, une conscience pratique et une conscience commune qui inscrit la personne dans un espace de reconnaissance et qui pose la communauté sociale comme bénéficiaire de la capacité de chaque personne. Cela engage une critique du modèle technocratique qui postule que ce qui est possible est porteur de sens en soi, ce qui est une illusion. Il y a une illusion technocratique
Ce qui est possible n'est pas nécessairement ce qui est signifiant. Mais il faut désormais parler du devenir de cette maison commune, de la planète qui est notre bien commun premier et vital. Et désormais, c'est mon quatrième et dernier point, désormais, les enjeux relatifs à l'avenir et à la signification du travail s'inscrivent au cœur même de ce que nous appelons l'écologie intégrale, en particulier dans sa présentation de Laudato Si en 2015. Signification du travail qui s'inscrivent au cœur même de l'écologie intégrale. Ces enjeux concernent évidemment les nouvelles formes d'activité directement et indirectement liées à une écologie durable et solidaire. Activités dans les champs de gestion et de renouvellement des ressources, de protection de la terre. Il s'agit de protéger la personne humaine, de protéger la communauté en protégeant la terre. Et nous ne pouvons pas séparer la protection de la terre, la protection des ressources naturelles, de la protection des personnes. Ce serait une illusion d'opposer cette protection sociale à la protection écologique. Activités dans le champ de renouvellement et de la protection des ressources, dans les champs de l'énergie, des transports, de la construction, de la production, de la consommation, de l'éducation, aussi bien que de la santé. Une économie appelée à assumer la rupture avec un principe culturel du toujours plus et du toujours plus vite, la rapidation, avec son versant complémentaire qui est la culture du déchet. Nous allons vite et nous allons vite pour produire et nous allons vite aussi pour produire du déchet, jusqu'à même penser qu'à certains moments, certaines personnes sont prises elles-mêmes dans la culture du déchet. Je suis au numéro 44, aussi bien qu'au numéro 105 de Laudato Si. On pourra donc à cet égard considérer l'avenir du travail à partir de cette écologie intégrale en reliant et en travaillant au lien entre quatre référentiels, quatre référents culturels majeurs. Et en faisant cela, j'essaye de continuer cette intuition de Laudato Si qui requiert que nous travaillions à un nouveau paradigme, c'est-à-dire à une nouvelle matrice, à une nouvelle manière de penser le modèle économique et, partant, le travail lui-même. Qu'est-ce qui peut entrer dans ce nouveau paradigme? Qu'est-ce qui peut entrer dans cette nouvelle manière de penser l'économie, l'écologie, le travail, la dignité du travailleur et de son travail? Le premier référent, le premier référentiel, c'est, semble-t-il, la mémoire collective. Ce que nous avons appris de l'histoire du travail et des travailleurs, ce que nous avons appris de l'histoire des communautés, ce que nous avons appris de l'histoire de l'économie et de ses crises. Mais ça suppose évidemment que nous fassions ce travail de mémoire. Ce référent premier de la mémoire collective, de la mémoire communautaire, de la mémoire des communautés, de la mémoire des groupes, de la mémoire du mouvement ouvrier, de la mémoire de tout ce qui a été construit sur fond de contradictions. Ce référent premier peut nous permettre d'articuler d'une manière nouvelle création et production et protection. Et c'est de cela dont il s'agit dans l'articulation entre écologie intégrale, développement intégral, protection des personnes, protection de l'avenir de la vie sur notre planète, dans notre maison commune. Le deuxième référent de cette élaboration et de ce débat dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est la force de la conviction, la place de la conviction. Ce que nous avons reçu, dans la conviction, il y a le reçu et il y a la volonté de transmettre. La question de la transmission est ici centrale. C'est de cela dont il s'agit quand nous parlons du dialogue dans Laudato Si, du dialogue entre ceux qui ont construit, ceux qui ont travaillé et ceux qui voudraient travailler, entre ceux qui ont élaboré ce modèle économique et ceux qui le critiquent, entre ceux qui voudraient participer et qui ne participent pas à la construction commune. La transmission, le dialogue, la transmission est ici une question vitale. C'est la raison pour laquelle la question du dialogue et la question de la transversalité entre les expériences est une question centrale aujourd'hui. Nous ne pouvons plus être des spécialistes, des experts d'une question du travail. Il nous faut sans doute
redéployer la question du travail et redéployer plus largement la question économique en faisant se croiser, en faisant se rencontrer des approches, des discours, des considérations qui jusque-là ont été segmentées. L'économique, le social, le politique, l'écologique. De tout cela, il importe que nous puissions faire une mise en perspective. Troisième point, la question de l'altérité, la question de l'autre, et sa forme sociale qu'est la solidarité, entendue au prisme de la complémentarité des cultures. Dans Evangelii Gaudium, le pape François insiste sur ce qu'il appelle le polyèdre des cultures, c'est-à-dire la manière dont chaque culture, chaque sensibilité, chaque expérience communautaire reçoit la lumière de la vérité et la transmet à sa manière, avec son langage, avec sa culture, avec ses traditions. Cette expérience de l'altérité, cette expérience de la complémentarité des cultures est au cœur de notre débat aujourd'hui. J'en veux pour preuve le fait que, par exemple, très concrètement, lorsque des employeurs consentent à intégrer dans une entreprise ou dans un secteur d'activité des migrants qui ont une autre culture, qui ont une autre sensibilité, beaucoup de ces employeurs, je pense à des employeurs allemands et à quelques Français ici dans notre pays, qui ont risqué cette intégration par l'emploi, beaucoup de ces employeurs disent ce que nous avons fait nous a appris beaucoup de choses sur notre propre manière d'organiser l'entreprise, sur notre propre manière d'organiser le travail. Ce qui donne à penser que la venue de l'autre, considérée par certains de manière évidemment caricaturale comme menace à l'économie ou à la solidarité, peut être aussi considérée comme une expérience d'une nouvelle communauté du travail, d'une nouvelle communauté au travail. Et certains employeurs allemands demandent à leur gouvernement surtout de ne pas renvoyer les migrants, parce qu'ils sont devenus des acteurs de l'économie et qu'ils ont appris à considérer et à organiser le travail d'une manière différente et nouvelle. Enfin, quatrième point d'ancrage de cette matrice, de ce nouveau paradigme, c'est la question de l'avenir. Quelle est notre représentation de l'avenir? Nous ne pouvons pas faire l'économie de notre représentation de l'avenir dans le champ du travail. Comment pensons-nous demain? Comment pensons-nous l'expérience de l'espérance au cœur même du monde économique et du monde de l'entreprise et du monde de l'activité? Je termine en disant que l'écologie intégrale, dont je me permets de rappeler qu'elle est le chapitre 4 de l'encyclique Laudato Si, après un chapitre appelant à analyser les crises contemporaines, d'abord regarder nos crises et travailler sur les crises. Ce chapitre, qui est également précédé d'une invitation à l'évangile de la création, c'est-à-dire à un travail de mémoire et de contemplation de ce que nous avons reçu, ce chapitre requiert un travail d'analyse et de compréhension, au sens où Hannah Arendt parlait de la compréhension. La compréhension, c'est se réconcilier avec le monde et tenter de comprendre comment nous en sommes arrivés là. J'aime beaucoup cette expression. Comment sommes-nous arrivés là? C'est parce que nous faisons ce travail d'interprétation du chemin parcouru, sans concession, sans excuse, que nous pouvons aussi travailler à cette nouvelle pensée, à cette écologie intégrale, à cette nouvelle manière de penser la protection et sans doute une nouvelle manière de produire. Cette écologie intégrale appelle à revisiter le croire, elle appelle à un dialogue entre les cultures, aussi bien qu'entre les religions, entre les savoirs et entre les projets, dans une transversalité des connaissances qui rompt avec une spécialisation exclusive et un mode de jugement, un mode de décision purement et simplement technocratique. Cette écologie intégrale participe de manière forte à la construction d'un nouveau paradigme, cette nouvelle matrice de l'activité humaine, de la pensée de l'activité humaine, dans laquelle l'innovation et le travail reprennent sens et ne se réduisent pas à une fuite en avant. En tant qu'il est le lieu et le lien
de la mémoire sociale et de l'espérance, le travail s'avère être au cœur du nouveau paradigme du développement, d'un développement qui ne marche pas tout seul, comme un bateau ivre, ivre de son pouvoir, ivre des pouvoirs et de l'argent, ivre du savoir, mais qui est guidé, qui est orienté, qui est l'objet d'un débat éthique, d'un débat de sens et d'un débat de la responsabilité. La critique de la démesure anthropocentrique, qui est au cœur de l'encyclique Laudato Si, oblige à une redéfinition de la responsabilité humaine qui ouvre des perspectives tout en consentant à poser des limites. Des perspectives et des limites. Le travail devient cette activité qui trace un espace jamais complètement clôturé, mais qui a besoin de débat, de débattre. Et c'est sans doute le lieu de l'éthique, le lieu du débat, et qui a besoin de droit, du droit, qui dit ce qui est possible et ce qui est impossible, ce qui est recevable et irrecevable, ce qui est légitime et ce qui est illégitime. Cela est à la fois une activité et une pensée. Nous avons besoin de penser notre activité et de mettre en œuvre ce que nous pensons et ce que nous croyons. Merci. Merci beaucoup, Monseigneur, pour cet exposé qui, à mon avis, va très bien introduire ce qui va suivre, hein, toute cette charte que vous allez nous présenter. Je retiens toute cette réflexion au départ à partir de vos 4 références majeures autour de couple, de dialectique, hein, produire, protéger, aliénation, socialisation, et puis peut-être, ce qui me paraît aussi important, c'est qu'on reparte avec ce que vous nous dites sur le nouveau paradigme, puisque ça faisait un petit peu écho à ce que Monseigneur Lugonès nous avait dit sur, voilà, il faut qu'on remette en cause notre propre système avec ces idées, donc la mémoire collective, la transmission, l'altérité, et puis aussi une certaine représentation de l'avenir. Et voilà, je crois que c'est intéressant. Donc je vous remercie beaucoup, puisque l'heure tourne et donc on va passer à l'étape d'après. Je voulais juste vous signaler que si je suis là, c'est aussi parce que la Croix s'investit beaucoup sur ces sujets d'écologie intégrale. Et vous donnez rendez-vous, donc c'est une petite publicité qu'on m'a permis de faire, le 6, 7, 8 novembre prochain. Alors, c'est pas à Rome, mais c'est à Avignon. Vous savez qu'Avignon, ça a été aussi la cité des papes. Et justement, c'est dans le Palais des Papes, donc ça tombe très bien, où nous allons faire une rencontre de 3 jours, avec un peu cette idée que Monseigneur Lugonès a développée, que je trouve intéressante, de travailler sur une éthique de la rencontre, de faire, à propos de cet impératif de transition, de faire se rencontrer et discuter des gens différents, des agriculteurs, des associations, des entreprises, des étudiants aussi qui, on le voit dans les rues tous les week-ends, sont quand même très inquiets sur l'avenir. Voilà, je crois que c'est exactement ce qui s'est passé ici et que finalement, c'est peut-être ça aussi, être catholique. Merci.